Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio avec le fondateur de Radio Imo. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Au programme ce matin. Au programme, on va faire un focus sur le sujet du jour, la rénovation énergétique et les rétropédalages, notamment sur ma prime rénov. On va parler de la crise aussi du logement qui touche profondément les Français. Et à ce titre, on va recevoir un homme politique, Lionel Causse, député de la 2e circonscription des Landes, qui sera avec nous tout à l'heure. Il nous dira ce qu'il peut faire pour nous. On va aussi répondre aux questions de nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300 avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et on va voir que faire si on a acheté un appartement sur plan, donc en VFA, et que le promoteur ne tient pas sa promesse. Quels sont nos recours? C'est ce que vous nous direz avec votre invité. On va parler du chantier du siècle. Grégoire Darico, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On va reprendre avec Laurent Permas le véritable feuilleton entamé il y a quelques jours avec Ma Prime Rénov. On va revenir sur les derniers épisodes parce que ça bouge encore, mon cher Jean-Marie. Exactement. Et puis on fera le tour de France des biens coup de cœur. On ira à Versailles et à Hennebon. Formidable. Mais avant ça, comme chaque semaine, les infos à retenir avec Bérénice de Villefloriot et Sylvain Lévy-Valency. Un programme de news aujourd'hui assez chargé. Et oui. On constate une reprise pour le marché de l'immobilier, mais ça reste fragile. Un nouveau statut fiscal pour sauver les petits propriétaires. Et attention, si vous divorcez, le divorce peut bloquer la vente de votre maison ou de votre appartement, même si l'appartement n'appartient qu'à vous et pas à votre ex. Ça va être bien. Alors, on commence avec le marché de l'immobilier. On constate enfin une éclaircie, mais la crise persiste quand même. Oui, alors c'est la Fédération nationale de l'immobilier qui a dressé un bilan mitigé cette semaine du marché immobilier pour ce premier semestre 2025. Alors déjà, je vous annonce une bonne nouvelle. Les ventes repartent légèrement à la hausse. Donc les ventes dans l'ancien, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas neuf. Si on regarde par rapport à il y a pile un an, donc en juin 2024, on observe plus 2,5% des ventes et ça pourrait atteindre, selon la fédération, plus 11% pour l'année 2025 par rapport à 2024, donc à la fin de l'année. Vous allez me dire, Sylvain, mais pourquoi? Eh bien, je vous rappelle déjà qu'il y a eu une baisse des taux. En ce moment, si vous allez voir votre banque, vous pouvez obtenir un taux autour de 3%, 3,10%. Voilà, ce qui donne un petit peu de souffle aux ménages français et qui relance forcément les crédits. Autre point notable, les prix immobiliers seraient en train de se stabiliser. Vous l'observez peut-être si vous cherchez un appartement ou une maison. À Paris, Bordeaux ou Lyon, on observe des baisses cumulées pouvant atteindre moins 10 à moins 13% par rapport à 2021. Donc on va le dire, pour les acheteurs, c'est vraiment une opportunité. On appelle ça le pouvoir d'achat immobilier. Eh bien, il remonte et les jeunes acheteurs, ceux qui étaient les premiers pénalisés, eh bien, commencent à revenir sur le marché. Mais attention, tout n'est pas réglé pour autant. Je vous rappelle que le logement reste une urgence sociale avec très peu de logements en location disponibles, une construction neuve au plus bas depuis 70 ans et 1,3 million de logements jugés indécents d'ici 2028, vous savez, avec le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, ça veut dire que ces 1,3 million de logements vont être retirés du marché de la location. Donc la Fédération nationale de l'immobilier pointe une politique du logement en roue libre, sans stratégie cohérente. Pour la Fédération, l'État reste sans cap clair, avec une succession de mesures contradictoires, une fiscalité qui s'alourdit toujours, et un secteur de la construction à l'arrêt. Alors bientôt, en principe, de meilleures conditions pour favoriser les petits propriétaires bailleurs. Oui. Alors que de plus en plus de ces petits propriétaires font le choix de vendre leurs biens locatifs parce que les contraintes sont trop nombreuses, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, et que la fiscalité ne cesse d'augmenter, le gouvernement travaille d'arrache-pied sur un nouveau statut fiscal du bailleur privé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face justement à toutes ces contraintes, face à l'augmentation de la taxe foncière, l'encadrement des loyers, les permis de louer, les interdictions avec les passoires thermiques, eh bien la ministre du Logement veut vraiment créer un véritable statut fiscal du bailleur privé de 2026. En gros, c'est un dispositif qui va enfin permettre de reconnaître le rôle économique de ces propriétaires. Donc c'est quoi? C'est un petit propriétaire, c'est un Français qui possède qu'un seul logement, par exemple, qu'il met en location. Voilà, c'est pour inciter ces propriétaires à laisser leur logement en location parce qu'ils créent du logement, forcément. Donc le rapport final sera remis fin juin, début juillet, avec des mesures spécifiques pour encourager justement la rénovation des passoires thermiques et adapter l'offre aux besoins locaux. Alors moi, je me pose une question. Quelle est la plus grande cause de divorce en France? C'est le mariage. C'est le mariage. Oui, voilà. Eh bien justement, si vous divorcez, attention à la vente de la maison ou de l'appartement. Oui.
Et alors, je vais vous raconter l'histoire de Céline. Céline, bon, c'est une Parisienne. Elle possédait un appartement de 40 mètres carrés dans le 17e qu'elle avait acheté donc avant son mariage. Donc, c'était à elle. En 2020, elle se marie. En plus, elle se marie sous le régime de séparation des biens. Avec son mari, ils s'installent dans cet appartement. C'est donc leur résidence principale à tous les deux. Bon, ça se passe mal. Je vous passe les détails. Ils se séparent. Ils décident de divorcer. Mais vous savez, la procédure du divorce, ça prend un peu de temps. Et donc, donc là, le divorce n'est toujours pas prononcé. Donc là, elle décide de vendre son appartement. Elle veut quitter Paris. Elle le met en vente, 430 000 €. Elle trouve des acquéreurs. Ça y est, il s'apprête à passer chez le notaire. Il passe chez le notaire et là, bim, elle peut pas le vendre. Pourquoi, vous allez me dire, Sylvain? Oui, mais pourquoi? Eh bien, parce que la loi est claire. Tant que le divorce n'est pas prononcé, aucun des époux ne peut vendre le logement familial sans l'accord de l'autre, même si ce logement appartient à un seul des deux, s'il n'y a qu'un seul du couple qui est propriétaire, et même s'il y a séparation des biens. Donc voilà, il faut l'accord des deux. Donc, ou alors le divorce. Et voilà, et donc c'est ce qui va se passer. Donc Céline, pour vous résumer, elle a perdu ses acheteurs qui ont trouvé un autre bien. Elle devra soit attendre le divorce, soit saisir le juge aux affaires familiales. Donc c'est la leçon à retenir. La résidence principale, la résidence familiale prime sur le droit de propriété en France tant que le divorce n'est pas acté. Bon, mais tous nos voeux de bonheur quand même, voilà. Pour la suite, en tout cas pour les deux tourtereaux, les ex-tourtereaux. Merci beaucoup Bérénice, merci à vous Sylvain Lévy-Valency. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec votre invité. On va parler de rénovation énergétique, de crise du logement du point de vue politique. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Et on parle Lévy-Valency. de votre logement sur Sud Radio jusqu'à 10h comme chaque samedi avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Lionel Causse. Bonjour, Sylvain. Vous êtes député de la 2e circonscription des Landes, vous êtes ancien président du Conseil national de l'habitat, vous êtes également un vrai expert du logement, vous n'arrêtez pas. Merci de répondre à nos questions. Alors on a deux sujets à voir ensemble aujourd'hui, d'abord sur la situation du logement, puis sur la rénovation énergétique. Alors la situation du logement, mon cher Lionel, elle s'arrange pas du tout. Quel est votre regard sur la situation actuelle, en sachant que la crise dure et perdure? Eh bien écoutez, nous n'y sommes toujours pas. J'ai toujours dit, ce qui m'importe, ce sont les résultats. Et aujourd'hui, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire que je continue à recevoir dans ma circonscription, toutes les semaines, des gens en recherche d'un logement abordable, des gens dans des situations très 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 compliquées. Et contrairement à ce que nous pouvions voir il y a petite dizaine d'années, c'est qu'on pouvait donner, je dirais, un petit peu d'espérance aux gens qui venaient nous voir en disant on va avoir un programme, on est en train de construire quelque chose par-ci, par-là, voilà, attendez un peu, on va vous apporter une solution. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas en capacité d'apporter une solution aux Françaises et aux Français qui souffrent par manque de logement ou en tout cas qui habitent un logement qui n'est pas adapté à leur situation. Lionel Causse, vous êtes toujours dans la majorité présidentielle? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas une question piège, je vous rassure, mais quel est votre regard sur la politique du gouvernement et en particulier celle de la ministre du Logement, Valérie Létard, en sachant que Valérie Létard apparaît comme une ministre qui fait l'unanimité dans le landerneau professionnel. Voilà, comment vous jugez son action? Est-ce que les mesures qui ont été prises en début d'année pour tenter de relancer le logement, vous paraissent suffisantes? Apparemment pas. Et comment vous voyez justement cette photographie politique, puisqu'on sait que dans le logement, tout est politique? La malédiction du logement qui est liée au fait qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas une politique publique du logement pour du moyen et du long terme. Et on sait que le logement, ça se gère sur du moyen et du long terme. Ce qui n'empêche pas que la ministre essaie d'avancer, bien entendu, elle est mobilisée, elle connaît très bien le sujet, mais malheureusement, nous restons toujours sur, je dirais, du réglementaire, du décret, mais nous n'arrivons pas à ouvrir, à déclencher, je dirais, mais les portes du parcours résidentiel et qui ne passeront que par une seule chose, c'est la production de logements. Et quand je dis production, ce n'est pas que du neuf, c'est aussi remettre des logements qui étaient devenus vacants ou obsolètes ou insalubres à la disposition des Françaises et des Français. On sait aujourd'hui qu'il nous faut entre 400 000 et 500 000 logements. Et je le dis depuis longtemps, tant que le gouvernement n'acceptera pas de dire il faut qu'on produise 400 à 500 000 logements par an, nous ne serons pas en capacité de mettre en place les politiques publiques nécessaires pour pouvoir y arriver. Voilà, fonctionnaire de haut vol, le plus haut fonctionnaire, Agnès Quéré, qui était à Bercy, soutenait mordicus
avec Bercy qui fait un peu la pluie le beau temps budgétaire, qu'il fallait que 175 000 à 180 000 logements. Donc clairement, elle a la chance de ne pas avoir des comptes à rendre à des électeurs. Voilà, merci de le dire. Donc alors, c'est une chose qu'on aime bien chez vous, c'est que malgré le fait que vous êtes dans la majorité présidentielle, vous n'hésitez pas à tacler quand il faut, dans le bon sens du terme, je précise. Côté rénovation énergétique, ça bouge pas mal. C'est beau de le dire. Alors pédalage, rétropédalage, rétropédalage, suspension, remise, etc. On a du mal à s'y retrouver. La confiance des Français commence à faire défaut. La suspension de MaPrimeRénov' est un vrai sujet. Et également, dans la même foulée, le DPE et les DPE frauduleux qui frisent plus d'1 300 000 DPE dits frauduleux. Dixit, l'étude Carénov sur laquelle votre successeur au Conseil national de l'habitat avait interpellé Valérie Létard. On en est où là-dessus? On fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a demandé la lisibilité et de pouvoir faire en sorte que, justement, sur les sujets et les politiques qu'on mettait en place, en particulier sur cette fameuse trajectoire du bâtiment bas carbone pour 2050, qu'on puisse garder le cap. Aujourd'hui, nous avons exigé, à travers des calendriers, à travers des normes, et les DPE en particulier, je dirais des choses qui sont volontaristes et qui sont courageuses sur le plan politique. Mais on savait que ces mesures ne pouvaient être atteintes que si, à côté, on mettait en place des politiques pour accompagner les Françaises et les Français. Et malheureusement, les politiques qui ont été mises en place, en particulier par Emmanuel Vargon, qui s'était battu sur la mise en place du DPE et de MaPrimeRénov', depuis, on fait des allers-retours en permanence, on signe des décrets 2 ou 3 fois par an qui viennent modifier les taux d'intervention, les moyens qui sont mis en place en termes d'intervention. Donc c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Pas très bon pour la confiance. C'est pas bon, bien sûr, pour la profession, pour toute la filière qui se met en place, toutes les start-up, toutes les nouvelles entreprises qui essayent d'apporter des réponses et des solutions. Mais c'est pas bon non plus pour les Françaises et les Français, parce que si on fait ça, c'est pas uniquement pour la profession et le secteur du BTP. C'est aussi parce que derrière, on sait que les logements qui sont rénovés sont des logements dans lesquels il y a des enjeux de santé publique, des enjeux de santé pour les Français, des enjeux de pouvoir d'achat à travers le fait de consommer beaucoup moins d'énergie. Voilà, donc c'est ça aussi notre volonté, il ne faut pas l'oublier. Et donc si on veut rester, je dirais, attaché à ces objectifs-là, il ne faut pas faire, je dirais, du stop and go en permanence, ce n'est pas possible. La Cour des comptes, ça ne vous a pas étonné, qui a attaqué le DPE, vous l'avez vu, diagnostic de performance énergétique. Est-ce que vous souscrivez à l'idée d'un pilotage global du DPE, voire même votre collègue la Baronne, députée d'Indre-et-Loire, est chargée justement de réfléchir sur un ordre qui réglementerait, qui sanctionnerait, qui vérifierait. Est-ce que c'est une norme de plus ou est-ce que c'est une solution pour le bénéfice des Français? Il faut quand même rappeler que les Français, pour eux, c'est un vrai sujet pour la vente et l'acquisition. C'est un sujet important. Il faut que les Français prennent conscience de l'importance du DPE. Et de tous les côtés positifs du DPE, c'est-à-dire c'est l'état des lieux un petit peu du logement dans lequel ils vivent et dans lequel ils habitent et qui va pouvoir évoluer tout au long de la vie dans laquelle ils seront dans les logements et au moment des changements, au moment des travaux, des ventes, des achats, etc. Ils sauront quel est le type de ce logement. Donc c'est quand même important et c'est essentiel de maintenir, et je suis un grand défenseur du DPE, même s'il y a des choses bien sûr à faire évoluer, comme d'ailleurs tout ce qui concerne le confort d'été. Donc on a des sujets techniques, mais ce que je veux dire, c'est que moi, sur le DPE, le métier diagnostiqueur, j'y suis depuis 2017-2018. J'avais déjà rencontré à l'époque Yannick Aynouche qui était venu me voir. On avait déjà travaillé sur la carte professionnelle à ce moment-là. En janvier, j'ai écrit à toutes les associations et fédérations des diagnostiqueurs pour leur proposer la création d'un ordre. Suite à ça, la ministre a eu raison de rassembler tout le monde et de lancer un plan d'action qui est lié au rapport de la Cour des comptes auquel vous faites référence, qui a donné une mission donc à Daniel Labaronne qui la rendra donc en septembre. Et moi, de mon côté, je continue les travaux que j'ai lancés au mois de janvier et je remettrai aussi mes propositions courant juillet qui concerneront l'organisation, la charte déontologique, mais aussi les aspects de formation, les aspects de contrôle et, je dirais, s'assurer quelque part que la profession qui est quand même très très engagé. On parle de ce qui ne va pas, mais il y a beaucoup de choses qui vont très très bien dans le DPE. Il y a beaucoup de professionnels. Moi, je les rencontre en permanence. Oui, la Cour des comptes dit, c'est précis, prévenir la fraude, garantir la confiance du public, c'est un vrai sujet en soi, mais les aides publiques sont aussi majeures. MaPrimeRénov', effectivement, alors avec Laurent Permas, on y reviendra, mais on voit bien que
s'accompagnant de la situation délétère du logement, on voit bien que c'est une charge de plus à une crise qui est structurelle. Je voudrais qu'on parle également du marché locatif privé. Je sais que vous êtes très engagé sur la fluidité du logement. Vous avez d'ailleurs pris des positions justement sur les locaux vacants, sur les immeubles obsolètes, etc. On arrive au municipal en 2026 et ensuite on a les législatives et les présidentielles. Ça fait beaucoup. C'est pas de nature à relancer le marché du logement. Là, si vous étiez aux affaires, s'il fallait faire quelque chose, que feriez-vous là pour essayer d'actionner? Il ne va pas repartir d'ici 4 ou 5 ans. Malheureusement, c'est un constat. Vous savez, les programmes immobiliers, c'est au mieux 4 ou 5 ans. Le temps que le promoteur trouve une acquisition, qu'il fasse acquisition, qu'il dépose un permis de construire, que ce permis ne soit pas attaqué éventuellement, et que derrière ce soit construit, il faut 4 ou 5 ans. Donc aujourd'hui, toute la filière des promoteurs immobiliers est à l'arrêt, quasiment à l'arrêt. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'a plus de perspective, plus de solutions à apporter aux Françaises et aux Français qui sont en difficulté sur le moyen terme. Donc c'est cette réalité, c'est que il faut aujourd'hui urgemment prendre les décisions pour que dans 4 ou 5 ans, on puisse redémarrer pour produire du logement. Donc il nous faut du logement social, donc il faut redonner les moyens aux bailleurs sociaux pour pouvoir relancer de la production. Il nous faut de l'accession à la propriété, ça c'est le sujet numéro 2, et là-dessus je travaille en particulier avec la SOFIAP sur le prêt subventionné. J'étais ce matin avec Xavier Lépine, on travaille sur Néoproprio, voilà des solutions qui permettent aux plus jeunes, mais pas que, d'accéder à la propriété, puisqu'on a pour la première fois de l'histoire en France le taux de propriétaires qui diminue dans notre pays. Et le troisième sujet, mais on arrive après, mais il faut tout porter en même temps, c'est effectivement le marché du locatif, où là, il faut faire revenir les privés, les particuliers comme les institutionnels sur le privé et essentiellement sur le LLI, c'est-à-dire du locatif plus ou moins modéré. Alors pour ça, il y a des réponses et des solutions. Alors justement, solution-réponse, il y en a une qui va être remise, parce que le rapport, normalement, ne devrait pas tarder. C'est le rapport de votre collègue Cosson et du sénateur Daubresse, qui a d'ailleurs été également ministre du Logement, sur le statut du bailleur privé. Alors, c'est pas hyper lisible sur les prises de position. Le statut du bailleur privé, c'est la possibilité de faire revenir des petits investisseurs en leur donnant l'équivalent d'un peu de souffle fiscal. Toujours aussi favorable sur cette idée? C'est-à-dire qu'il faut que, si on veut que les privés reviennent, il faut leur donner une rentabilité de 3-4% aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le parc locatif privé, on est à 1-2%, peut-être légèrement plus de 2% au mieux. Avec les instabilités, les inquiétudes que peuvent avoir les particuliers, c'est vrai qu'on voit que du coup, ils préfèrent mettre leur argent sur le livret A ou sur d'autres comptes qui sont garantis avec, je dirais, entre guillemets, moins de difficultés à gérer derrière. Donc il faut qu'on leur garantisse, à travers des solutions d'amortissement ou autres, de pouvoir avoir un certain taux de rentabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'un morceau, le statut du bailleur privé. Moi, je suis très attaché au logement social, très attaché à l'accession à la propriété. Donc oui, au statut du bailleur privé et qu'il soit pérenne. Oui, aux solutions de prêts subventionnés et de néoproprio telles que proposées par Xavier Lépine pour l'accession à la propriété pour les jeunes et redonner du souffle aux bailleurs sociaux. Et pour donner du souffle aux bailleurs sociaux, je milite pour que l'État offre à tous les bailleurs sociaux qui le décident sur le parc immobilier et le foncier de l'État aujourd'hui, qu'on fasse des bons amphithéotiques à disposition des bailleurs sociaux pour redémarrer la production immédiate de logements. Voilà, une belle solution. Merci Lionel Cos. Merci. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription des Landes et ancien président du Conseil national de l'habitat. Ne changez rien, continuez comme ça. Merci, bonne journée. Et on va se retrouver dans quelques instants, toujours par les logements jusqu'à 10h sur Sud Radio, à suivre les questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. On y répond avec nos spécialistes. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot, Grégoire Darico, toute l'équipe en quelque sorte. Et tout de suite, on écoute les messages que vous nous avez laissés sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et cette semaine, on a reçu une question sur quoi, Bérénice? Sur l'achat d'un appartement. Alors, je vous explique rapidement. Aurélien nous a laissé un message. Il a acheté un appartement en VFA. VFA, ça veut dire sur plan. Vente en état futur d'achèvement. Ça veut dire que le truc n'est pas construit. Donc, c'était l'année dernière, dans l'idée d'en faire un investissement locatif. C'est-à-dire le mettre en location. Donc, la livraison était prévue pour début juillet, là, dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, en allant voir le chantier, il se rend compte, bien que les travaux sont très, très loin d'être terminés. En gros, il n'y a ni sol, ni cuisine, ni salle de bain. C'est ce qui nous
nous a dit. Donc pour lui, c'est évident que le logement ne sera pas prêt à temps. Le souci, c'est que son crédit va commencer à courir à partir de septembre. Et donc Aurélien, il comptait sur l'arrivée d'un locataire pour rembourser le crédit. Et donc si Aurélien n'a pas de locataire d'ici là, ça va être très compliqué financièrement. Donc il a demandé des explications au promoteur qui lui répète que les délais seront respectés. Bref, il reste il reste flou, quoi. Donc voilà, Aurélien se demande: est-ce qu'il peut se retourner contre le promoteur et est-ce que la fameuse garantie financière d'achèvement peut le protéger dans ce genre de situation? Il ne connaît pas cette situation. Donc voilà, on accueille notre expert Olivier Tabonne, avocat associé fondateur du cabinet Tabonne de Tassigny, et il va nous éclairer sur le sujet. Bonjour maître. Oui, bonjour Bérénice. Alors merci pour ce cas. Malheureusement, le cas d'Aurélien est assez fréquent, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent donc des immeubles en état futur d'achèvement. Là, en l'occurrence, un appartement en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur plan. Un commercialisateur vient vous rencontrer pour vous parler d'un projet ou d'une opération. Alors, il faut savoir que le promoteur, il a une obligation d'achever donc l'appartement ou l'immeuble dans un certain délai. Ce délai, il est fixé dans le contrat, et donc c'est ça qui va être le point de départ des actions en garantie, le cas échéant, contre la GFA. Alors, que faire pour Aurélien? J'ai compris qu'il avait déjà pris attache avec le promoteur. Oui. C'est très bien. Arrêtez-moi si vous avez des questions. De prendre attache avec le promoteur et, le cas échéant, d'adresser un courrier recommandé au promoteur, qu'on peut accompagner d'ailleurs d'un constat fait par un commissaire de justice. Il peut être utile pour lui de missionner, entre guillemets, un commissaire de justice, les anciens huissiers, pour venir sur site, le cas échéant avec le promoteur, dire au promoteur, voilà, je vous propose qu'on fasse une réunion sur site pour voir l'état d'avancement réel du chantier, et en l'occurrence de mon appartement, et on le fera constater par un commissaire de justice. Avec cet élément-là, c'est déjà un élément de preuve, et en l'occurrence, on est à un mois de la date d'achèvement contractuellement convenu. Donc si on voit que, comme nous l'a indiqué Aurélien, qu'il n'y a pas le sol n'est pas fini, la salle de bain n'est pas prête, la cuisine n'est pas montée, oui, c'est des signaux très défavorables sur le respect du contrat qui a été conclu avec le promoteur. Et donc là, qu'est-ce qu'il peut faire une fois qu'il a fait ça? Est-ce qu'il peut activer la garantie financière d'achèvement? Alors, la garantie financière d'achèvement, c'est effectivement une obligation pour tous les contrats signés en VFA. Le promoteur a l'obligation, c'est le promoteur qui souscrit cette garantie, en fait, au profit de l'acquéreur, c'est-à-dire au profit d'Aurélien. Et donc, il peut l'actionner à condition que soit il y a un arrêt de chantier qui soit établi, soit que la situation financière du promoteur ne permette pas l'achèvement des travaux. Cette garantie, comme son nom l'indique, c'est plus qu'une assurance, elle doit garantir le financement de l'achèvement des travaux. Donc oui, il suffit d'adresser un courrier recommandé au garant financier d'achèvement pour l'informer de cette situation et du non-respect de la date de livraison contractuelle, et il devra dans ce cas se substituer au promoteur pour finaliser les travaux. Et alors, question, parce que là, Aurélien nous expliquait vraiment que lui, ça allait être très très compliqué en septembre s'il n'y avait pas les sommes qui arrivaient sur son compte. Est-ce que ça prend du temps pour débloquer les sommes? Est-ce que ça prend du temps justement pour l'activer une fois qu'on a fait la demande? Alors, entre le moment où ils reçoivent la déclaration de sinistre, on va dire, et le moment où les travaux vont reprendre et être financés, oui, un certain laps de temps. Souvent, le garant financier d'achèvement va missionner ses propres experts techniques pour voir déjà où on en est du chantier et voir si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, c'est-à-dire que le promoteur soit dans l'incapacité de finir le chantier. Donc oui, il peut y avoir un délai de latence de 3 mois à 6 mois. Eh bien, merci beaucoup, maître, en tout cas, pour ces explications très claires et très précieuses. Et bon courage à tous ceux qui sont dans cette situation. Ça doit être un brin angoissant, quand même. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Allez, tout de suite, on attaque un chantier qui prendra encore plus de temps, mais on espère qu'il sera mené à bien. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. C'est le chantier du siècle, la transition énergétique. On en parle avec Grégoire Darico. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Bon, cette semaine Laurent, on reprend la saga MaPrimeRénov'. Saga parce que moi je vous ai laissé il y a 2 semaines avec une suspension du dispositif. Alors des artisans qui étaient furieux, mais patatras, cette semaine j'apprends que le gouvernement fait machine arrière.
Et oui, une vraie série Netflix à suivre. Eh bien, en effet, il y a 15 jours, donc l'État fait une pause du dispositif avec une reprise au 15 septembre. La cause, c'est trop de fraude, trop de dossiers. En fait, une victime de tout simplement du succès. On l'attendait, il est là. Et donc, cet engorgement fait que l'État décide de geler pour 2 mois, en fait, l'ensemble des primes, à la fois pour les travaux simples et les travaux de grande ampleur. Oui, parce qu'on parlait de 400 dossiers déposés par jour, mais sauf que Bérénice nous en avait un peu parlé, cette décision, elle provoque un tollé général chez les professionnels du bâtiment. Et oui, la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, en fait, sont montés au créneau et ont pu justement expliquer toute la difficulté que pouvaient avoir les professionnels. Il y a 500 000 artisans en France et ils comptent sur ces aides. C'est une façon aussi d'accompagner en tout cas les Français dans leur logement pour leur bien vivre au-delà de leur pouvoir d'achat. Et donc, c'est très long pour eux d'attendre 2 mois et demi. Le gouvernement a craqué. Alors, en fait, il a tout simplement écouté. Je pense que c'était peut-être un sujet qui n'était pas vu de cette fenêtre, c'est-à-dire la popularité et le fait que les Français, ont pu mettre en place des travaux, puisqu'on a 3 fois plus de dossiers en 2025 par rapport à 2024. C'est un phénomène. Voilà, ils sont là. Et donc, ces travaux, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle, puisque le monogeste, on peut les Français peuvent à nouveau appeler leur artisan, contacter France Rénov pour justement pouvoir mettre en place un dispositif. C'est quoi un monogeste? C'est très simple. Vous faites un engagement d'un travail. C'est sur la VMC par exemple. Alors, en période justement de chaleur estivale, c'est les fenêtres à double vitrage, c'est la VMC, c'est la climatisation, c'est ces dispositifs qui permettent en fait de mettre en place tout simplement la prime Rénov monogeste. Donc ces petits travaux, ils peuvent continuer cet été? Absolument, les travaux simples restent éligibles à ma prime Rénov tout l'été sans interruption. Et donc c'est d'ailleurs les plus populaires, puisque rien qu'en 2024, comme je le précisais, 78 000 demandes de plus en monogeste et contre 44 000 en gestes de grande ampleur. Donc vous voyez, une envolée. Et c'est pour ça en fait que le gouvernement est revenu sur notamment le dispositif de ma prime Rénov pour un geste simple. Je rappelle, c'est 3,6 milliards sur une année, sur 2025 de budget. Et Laurent, pourquoi suspendre les rénovations globales? Alors, rénovations globales, elles sont plus complexes. Et en fait, il y a eu des sujets de fraude, malheureusement, pour un montant assez fort, de 230 millions. Quel genre de fraude, on sait à peu près? Alors oui, c'est des faux travaux, c'est une enveloppe en fait trop élevée, avec des dispositifs, exactement, des surfacturations ou des dispositifs qui sont pas nécessaires pour le logement et notamment pour améliorer son étiquette. Je le rappelle, c'est 2 étiquettes en plus. Et donc ça, c'est normé. Et donc il y a eu ces fraudes de dossiers, d'instructions qui ont été relevés pour plus de 230 millions d'euros. Et c'est 50 millions d'euros notamment par an, mesurés par Tracfin, qui est l'organisme en fait de la direction financière de Bercy pour identifier justement ces fraudes. Bon alors Laurent, bonne nouvelle donc pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'on peut toujours bénéficier de ma prime Rénov. Oui, parce que les Français doivent s'y perdre. Donc ma prime Rénov, pour le monogeste, qui est le geste le plus populaire, on commence souvent par un monogeste, il faut aller se rapprocher des agences France Rénov, se rapprocher de son artisan RGE pour justement engager des travaux, sans oublier le DPE et l'audit énergétique. Voilà, RGE, reconnu garant de l'environnement, DPE, diagnostic de performance énergétique, et vous avez oublié le MAR, mon accompagnateur Rénov, enfin. Écoutez, Laurent Pernas. Nous avons simplifié. J'ai un bingo des acronymes. Nous avons un second expert en rénovation énergétique. Et pour compléter, Jean-Marie, à la prochaine chronique, on évoquera une très très bonne nouvelle, c'est les C2E, autre acronyme, c'est les certificats d'économie d'énergie. J'ai hâte de le découvrir. Merci à vous. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Allez, tout de suite place au TDF, le Tour de France des biens coup de cœur, bien sûr, avec Grégoire Darico. On va où? On commence par Versailles, mon cher Jean-Marie. Bienvenue dans la ville du Roi Soleil. À Versailles, son château, son parc et son hôtel de ville tellement beau que certains touristes asiatiques le prennent pour le château. C'est vécu. Cette semaine, je vous ai trouvé une maison de 5 pièces et 113 mètres carrés. Une maison neuve, pas encore construite, en VFA donc. Une maison disponible début 2026. Elle sera érigée dans un nouveau quartier
qui va accueillir logements neufs, crèches, commerces et même une micro-ferme. Une séduisante maison, nous dit l'annonce, avec terrain, jardin, qui comprend 4 chambres, un salon et une cuisine bien équipée. Le diagnostic de performance énergétique, il devrait être bien noté. Je n'avais pas l'information, mais en tout cas, une belle opportunité mise en vente par La Forêt au tarif de 790 000 €. Donc avec un apport de 20%, soit 158 000 € et un emprunt sur 25 ans à 3%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 3 176 €. Sylvain, je suppose que vous voulez le financer, ce bien. Oui, je rêve d'habiter à Versailles. Comment vous savez ? Parce que je vous connais. Donc, comment on le finance ? C'est ce que je viens de vous dire, Jean-Marie. 3 176 € de mensualité sur un emprunt à 25 ans à 3%. Exactement. Allez, deuxième bien. Pour notre deuxième bien, on va en Bretagne, à Hennebon, dans le Morbihan. On est ici à 10 km de Lorient, 45 km de Vannes. C'est un bien d'apparence tout à fait banal que je vous propose. Un bâtiment de 302 mètres carrés, mais ce bâtiment est mis en vente dans la commune depuis février 2015. Ça fait un petit moment quand même. Ah oui. Ça fait 10 ans, effectivement, que le commissariat de la commune est à vendre et ne trouve pas preneur. C'est bizarre. Bon, il faut dire qu'il y a quelques travaux à prévoir. Sa façade est abîmée. On a besoin d'une rénovation d'ampleur, globale, Laurent. Un bâtiment qui comprend 5 bureaux, des sanitaires et un sous-sol que l'on peut aménager. Bon, comme il ne trouve pas preneur, notre bien est mis aux enchères au tarif de 33 000 €. Peut-être une belle affaire. Et là, l'avantage pour vous, si vous souhaitez y emménager, mon cher Grégoire, c'est qu'il y a déjà une cellule de dégrisement. C'est pratique. Merci à tous. En tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain en rediffusion à midi, mon cher Jean-Marie. Sur l'application de Radio Imo. Voilà, on prend le rendez-vous. Quant à vous, mon cher Sylvain, en chair et en os et en direct, on vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio à 9h15. D'ici là, et le 23, nous serons en direct avec les vrais poids responsables, 19h à 20h, avec notre compagnie de Cécile de Ménébus qui sera à Paris, nous serons en duplex avec notre cher Laurent Permas pour une spéciale à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, mon cher voilà, comme ça on a toutes les données et tout l'agenda. Merci à tous et à bientôt. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.